Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la tribune d'expression des membres du gouvernement de transition. Ça s'appelle Malikoura Tassira. Nous sommes ce soir avec le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Bakary Doumbia. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Et je suis avec mon confrère Cheikhna Amalassila, directeur de publication du journal L'Aube. Bonsoir, confrère. Bonsoir, Sira. Bienvenue sur ce plateau. Merci. L'entrepreneuriat au sens strict est l'action de créer de la richesse ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise. Et la formation professionnelle est un processus d'acquisition de connaissances et de compétences requises, donc des métiers spécifiques. L'emploi, quant à lui, est défini comme l'exercice d'une profession dans le cadre d'une activité rémunérée par un salaire. Alors, qu'en est-il au Mali? Et quelles sont les grandes actions de ce département et quelles perspectives? Nous allons le savoir tout à l'heure avec le numéro 1 de ce département. Monsieur le ministre, le département a changé de dénomination avec l'équipe de la transition. L'entrepreneuriat est désormais greffé à l'emploi et à la formation professionnelle, un lien qui a sûrement un sens. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain en termes de mission? Merci, madame. Avant de répondre à votre question, j'aimerais saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices de l'ORTM et de son réseau, et également féliciter l'ORTM et le département pour cette initiative. Je voudrais aussi remercier les plus hautes autorités, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, qui ont eu confiance en moi pour gérer ce département. Ceci dit, la mission de mon département consiste à favoriser l'acquisition de connaissances, comme vous l'avez dit, mais plus spécifiquement à favoriser la création d'opportunités d'emploi et également l'accès à la formation et l'acquisition des qualifications professionnelles pour adapter à l'économie nationale. Mais cela se fait à travers 3 éléments. 1, le renforcement de la formation professionnelle pour renforcer les capacités de nos entreprises. 2, la promotion et le développement de l'esprit d'entrepreneuriat ou la culture entrepreneuriale. Et 3, l'élaboration et la mise en œuvre de mesures qui incitent et qui renforcent l'employabilité des jeunes et des femmes. Alors, comment ça se passe concrètement sur le terrain? Par quel acte? Sur le terrain, ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés au département, sur la base des instructions du Premier ministre qu'il a formulées le 13 juin, nous avons déterminer le périmètre de notre contribution à la réussite de la transition. C'est là à travers 3 résultats, dont le plus important est les populations en milieu urbain et en milieu rural ont des opportunités d'emploi. Et donc, pour concrétiser ce résultat principal, nous avons élaboré une stratégie à 4 éléments. Le premier élément, c'est le partenariat avec les autres départements ministériels et également le partenariat avec les organisations professionnelles du secteur privé. Et le deuxième élément, c'est la collaboration interagences au sein du département. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 5 agences chez moi, l'ANPE, le FAPA, l'APEJ, Uniforme et l'ONEF. Ensuite, le troisième axe de stratégie, c'est la mise en œuvre de nouveaux projets et programmes. Et le dernier, la reddition des comptes. Voilà les 4 éléments de stratégie que nous avons déroulés et qui nous ont permis d'avoir des résultats sur le terrain. Monsieur le ministre, depuis votre arrivée à la tête du département, quelles ont été vos priorités? Peut-on savoir déjà ce qui a été fait dans ces différents domaines que vous venez d'évoquer? Qu'est-ce qu'on a constaté? Que l'emploi est transversal. Où qu'on se trouve, il y a de l'emploi. Mais il faut l'identifier, il faut le renforcer. Donc il faut travailler avec l'ensemble des acteurs, y compris le secteur privé et l'État. Mais dans un premier temps, on s'est dit, on va travailler avec les départements ministériels. Donc on a mis en place une démarche qui consiste à rencontrer chaque département ministériel. Et l'objectif de cette démarche, c'est de créer avec chaque département ministériel un projet ou un programme qui renforce, qui crée et qui donne des opportunités d'emploi. Et en deuxième temps, de voir avec l'ensemble des départements ministériels comment on peut mettre en place un grand dispositif de promotion et de renforcement de l'employabilité des jeunes. Donc ça, on l'a fait. Mais en deuxième temps, on a travaillé avec les organisations professionnelles,
comme le patronat. Parce qu'en réalité, la question de l'emploi dépend beaucoup du secteur privé. Parce que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi, mais qui a besoin de compétences. Et donc, il faut que les gens qui sont formés par nos centres de formation professionnelle soient à la hauteur et répondent aux besoins du secteur privé. Donc, comment faire cela? Parce que la contrainte, c'est ça. Donc, pour lever cette contrainte, on a dit on va travailler avec les organisations professionnelles. On a rencontré le CNPN et on s'est mis d'accord sur une démarche. On a rencontré la PCM, la même chose. On a rencontré l'APCAM, la même chose. Et bientôt, on va rencontrer toutes les associations des centres de formation privés. Parce qu'au Mali, il y a 556 centres de formation privés. Donc, on va travailler avec ceux-ci pour qu'ensemble, les curricula de formation qui vont être dispensés dans les centres de formation professionnelle répondent aux besoins du secteur privé et répondent également aux besoins de l'État, des départements. Donc, voilà la grande priorité. Maintenant, la deuxième priorité, c'est de faire comme même nos instruments principaux, c'est-à-dire les agences vont travailler ensemble, vont fonctionner. Nous en avons 5, donc on a dit qu'il faut nécessairement que les agences se mettent ensemble. L'Agence pour la promotion de l'emploi et des jeunes, l'APEJ, l'ANPE, le FAPA, l'ONEF et l'UNIFORM, qui reçoivent des fonds publics. Chacune de ces agences reçoit des fonds publics de l'État. Donc, on va faire en sorte qu'elles travaillent ensemble pour pouvoir booster les résultats. Donc, mettre ensemble les ressources financières, les ressources humaines, de manière à ce que les résultats soient amplifiés. Un, de deux, qu'il y ait une marge beaucoup plus grande dans la gestion des ressources financières et que ça puisse amener probablement la création et le renforcement des opportunités d'emploi. Voilà, ça c'est déjà en marche. Et donc, on les a mis à la tâche. Ils se sont rencontrés globalement ensemble. Après, ils se sont rencontrés à 2, à 3, à 4. Et maintenant, on a produit un plan de travail pour l'ensemble des agences qui va être mis en place, en œuvre, et qui va permettre justement, pour répondre à votre question, qui va permettre véritablement de créer et de renforcer les opportunités d'emploi. De nouvelles stratégies pour l'employabilité au Mali. Même Monsieur le ministre, le taux de chômage ne baisse pas. Les chiffres ne sont pas actualisés à ce niveau. En quoi ces stratégies vont contribuer à la réduction du chômage, à votre avis? Question pertinente parce qu'effectivement, chaque année, il y a 200 à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et il se trouve que l'État ne peut employer que maximum 10 à 12%. Donc il faut s'occuper du reste. Donc notre travail, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour reconvertir ceux qui peuvent être reconvertis. 2, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ceux qui sont dans les régions, dans les villages, dans les zones rurales puissent rester et travailler. Donc par rapport à ceux qui sont à Bamako, ce que nous avons constaté, c'est que les universités maliennes mettent sur le marché chaque année beaucoup d'étudiants, mais de profils non scientifiques. Ce qui fait que difficilement, ils arrivent à avoir du boulot. Donc, ce qu'on a convenu avec le ministère de la Recherche scientifique, de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, c'est de travailler à la reconversion des étudiants qui sortent des grandes universités. Ce travail va bientôt se faire et on va arriver à peut-être trouver des dispositifs pour accompagner ceci. Donc ça peut contribuer à diminuer. La deuxième chose, c'est avec le département du développement rural. Lors de notre rencontre avec le ministère du développement rural, il est apparu la nécessité de faire de l'entrepreneuriat rural une réalité. Parce qu'en réalité, au Mali, la perception que les jeunes ont du secteur agricole, c'est de dire que ça offre une carrière peu attrayante. Faire de travail pénible toute la journée, mais où les rémunérations sont faibles et il n'y a pas de considération sociale au bout. Donc les jeunes sont réticents à s'engager dans l'agriculture. Or, c'est le secteur qui offre le maximum et d'énormes potentialités pour l'emploi. Donc nous devons travailler sur la perception des jeunes à ce niveau et travailler avec le département pour avoir une convergence des politiques agricoles, des politiques d'emploi et des politiques de formation professionnelle, et y compris même les politiques de l'éducation. C'est comme ça qu'on peut booster l'emploi en milieu rural. Par rapport à la diaspora, ce qui est très important, la diaspora malienne contribue énormément au développement. Vous savez que l'apport de la diaspora est supérieur à l'aide publique au développement. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec la diaspora pour utiliser les compétences maliennes qui sont au sein de la diaspora. Et à cet égard, nous avons mis en place un programme qui s'appelle « Développement des compétences de la diaspora pour l'emploi », donc qui va faire appel aux Maliens de l'extérieur pour qu'ils viennent apporter leur appui dans la formation professionnelle au niveau des centres de formation.
et ils sont prêts, ils sont engagés. Ils n'attendent que notre feu vert pour commencer à venir. Donc voilà les 3 piliers sur lesquels nous allons travailler pour absorber le maximum de jeunes et les aider à trouver du travail. Monsieur le ministre, par rapport aux jeunes diplômés en langue arabe, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour... Par rapport à cette catégorie, il faut reconnaître qu'à un moment donné, ils se sont sentis oubliés. Et c'est pourquoi, en 2016, le département avait mis en place la cellule de formation, la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. Mais malheureusement, l'ancrage de la cellule n'était pas assez efficace. Mais cette année, le gouvernement de la transition, sous l'impulsion des autres autorités, a permis au département de mettre sur la table du Conseil des ministres les textes régissant la création, l'organisation, le fonctionnement et le cadre organique de la cellule. Et ces textes ont été adoptés. Ce qui fait que les arabophones ont maintenant une cellule à laquelle ils peuvent s'adresser et qui aura les moyens de sa politique pour créer les opportunités d'emploi pour cette dernière catégorie. Alors, vous l'avez dit, l'ANPE et l'APEJ sont des structures créées par le département pour vous épauler un peu avec divers objectifs. Aujourd'hui, est-ce que les stages de qualification se poursuivent pour les jeunes? On a l'impression que c'est un peu arrêté. Oui, les stages de qualification ne sont pas arrêtés, mais effectivement, le nombre a été réduit. Parce qu'initialement, c'était 5 000 jeunes par an. Mais au regard de la situation que vous connaissez, la crise sécuritaire, la crise de la pandémie, les sanctions qu'on nous impose, nous avons pu effectivement engager 2000 jeunes en stage de formation professionnelle au niveau des services. Donc ces 2000 jeunes sont en train de faire leur stage. Mais c'est insuffisant. Il faut aller jusqu'à 5000. Et nous sommes dans la logique de solliciter encore l'appui de mon collègue des finances pour qu'on puisse avoir le maximum, un peu de sous et continuer à recruter les jeunes stagiaires. Toujours pour poursuivre avec ces agences-là un peu et le FAPA, on sait que ces agences traversent d'énormes difficultés actuellement. Est-ce que vous avez des actions en vue pour les redynamiser quand même? Tout à fait. D'abord, la première chose que nous avons faite, c'est la reddition des comptes. Donc, nous avons exigé à ce que chacune des agences et chacun des services, au bout de 6 mois, de juin à janvier, à décembre 2021, nous rendent compte du travail et des résultats qui ont été obtenus. Donc, nous avons organisé le 11 janvier 2022 la première session de reddition des comptes. Donc, chaque agence est venue présenter les résultats, les réalisations et les obstacles, ainsi que les écarts. Donc, nous avons débattu ensemble, nous avons fait des recommandations, nous avons vu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ces recommandations-là, nous sommes en train de les utiliser pour la prochaine session de reddition des comptes en fin juin 2021. Maintenant, par rapport à l'ANPE, ce que nous avons dit, c'est qu'il faut que l'ANPE, comme elle le fait, mais il faut qu'elle renforce la proximité de son travail avec les bénéficiaires. Aujourd'hui, l'ANPE fait beaucoup de choses, mais il faut renforcer cette proximité-là de manière à ce que les bénéficiaires puissent rapidement bénéficier de l'appui dont l'ANPE est capable de leur offrir. Alors, le secteur privé vous épaule beaucoup dans l'auto-emploi à travers l'organisation de salons, de foires pour les jeunes, pour créer des opportunités d'emploi. Comment vous les accompagnez? Le secteur privé, comme je l'ai dit, c'est un acteur incontournable. Qu'il soit un gros entrepreneur ou un moyen ou un jeune entrepreneur, ils sont incontournables. C'est pourquoi d'ailleurs nous prêchons le renforcement de partenariats public-privé qui offrent d'énormes possibilités à la formation professionnelle. Parce que les curricula doivent être bâtis sur les besoins du secteur privé. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de le faire avec le patronat et les autres organisations professionnelles. Maintenant, pour ce qui concerne les jeunes entrepreneurs et les plus jeunes, ce que nous faisons, c'est qu'après l'écoute et l'analyse, nous essayons de les orienter vers les agences, l'ANPE, le FAPA, l'APEJ, l'ONEF, etc. Et pour voir comment ces agences-là peuvent les appuyer. Mais au-delà, il y a d'autres possibilités. Nous essayons de les aider à prendre contact avec des partenaires techniques et financiers
qui soient capables de les accompagner dans leur initiative. L'entrepreneuriat féminin est très porteur aujourd'hui, mais c'est un secteur qui reste mal organisé. Est-ce que vous allez aider les femmes à être mieux organisées dans ce secteur qui occupe bon nombre de femmes aujourd'hui? Vous avez tout à fait raison. Quand on regarde le pourcentage de femmes qui maintenant travaillent dans l'entrepreneuriat, c'est énorme, madame. C'est énorme. Donc il s'agit premièrement de voir comment on peut travailler avec les organisations féminines qui font de l'entrepreneuriat. Hier, nous avons reçu la représentante de l'ONU Femmes avec laquelle nous avons discuté justement de cette question en disant que nous voulons travailler avec l'ONU Femmes pour renforcer l'entrepreneuriat féminin en termes d'activité et en termes d'organisation, d'appui à l'organisation des femmes. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'organisations qui viennent nous voir, des femmes organisées dans les quartiers qui viennent nous voir pour qu'on les appuie. La dernière en date est une organisation qui s'appelle Club SACO, mais qui est composée uniquement de femmes. Parce que SACO, c'est un Malien de l'extérieur qui, de l'extérieur, appuie les femmes à apprendre à faire de la savonnerie. Donc, elles sont venues me voir l'autre jour pour dire que c'est vrai que le monsieur les appuie, mais ils sentent que ce n'est pas suffisant. Elles sentent que ce n'est pas suffisant et qu'il faut nécessairement qu'on les appuie. Donc, on a discuté et nous ont présenté un projet. Moi, j'ai regardé le projet, je leur ai dit, OK, on va analyser, parce qu'en regardant, j'ai compris que ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai remis au chef de cabinet qui va étudier le document et après, on verra comment on peut faire avec elle. Ça, c'est juste un exemple. Mais il y en a beaucoup. Donc, il s'agit de les rencontrer, de voir comment, avec ces organisations, d'abord, on peut les mettre en connexion. Ça, c'est très important pour qu'elles échangent d'expérience et voir comment on peut mettre un dispositif d'appui en termes de conseils techniques, d'accompagnement et de financement. Ça, c'est un travail qu'on va faire avec les autres départements qui peuvent nous permettre justement de mettre ces dispositifs-là en place. Parce que pour ce qui est du financement, nous, on n'en est pas forcément responsable, mais on peut travailler avec le ministère des Finances et d'autres ministères, le ministère de la promotion des femmes et de la famille, avec qui on est déjà dans la logique de concertation qu'on a initiée. On va travailler fondamentalement beaucoup sur l'entrepreneuriat des femmes. Donc déjà, la balle est partie. Il suffit de l'accompagner, de renforcer pour que les femmes puissent avoir beaucoup d'emplois aujourd'hui, demain et après-demain. Monsieur le ministre, vous communiquez beaucoup sur la redevabilité. En termes clairs, qu'est-ce que cela signifie en matière d'entrepreneuriat, d'emploi et de formation professionnelle? Oui, nous communiquons beaucoup sur la redevabilité parce que, vous le savez, l'État confie des ressources financières et humaines au département. C'est l'État qui finance tout. Donc, c'est le citoyen malien qui finance. Donc, il est important que nous, qui gérons les ressources de l'État, nous rendons compte à l'État. Mais la première étape, c'est de rendre compte au département pour que le public le sache. Et ça aide l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que ça va maximaliser les ressources financières qui doivent être investies dans l'appui aux femmes, aux jeunes qui font de l'entrepreneuriat, premièrement. Deuxièmement, ça va permettre de mieux cerner les résultats et de bonifier les résultats parce que nous serons capables d'identifier quelles sont les insuffisances au regard de l'analyse des écarts qu'ils vont nous présenter et à partir de là, faire des recommandations pertinentes pour que les agences et nous-mêmes, nous puissions recentrer nos tirs de manière à ce que les femmes, les organisations de femmes et les jeunes puissent bénéficier du maximum d'appui. Donc, en clair, la reddition des comptes est un passage obligé pour pouvoir renforcer l'employabilité des jeunes et des femmes. Et qu'est-ce qu'on peut noter aujourd'hui comme résultat obtenu depuis que vous tenez les rênes de ce département? Madame, il y a beaucoup de résultats. En termes d'organisation, par exemple, nous avons carrément revu l'organisation. Nous avons mis en place des commissions de rédaction de projets dirigées par les conseillers techniques, ce qui n'existait pas. Mais dans chaque commission, il y a les membres du cabinet et même les directeurs des agences. Donc, ces commissions travaillent. La deuxième chose, c'est que nous avons mis en place un dispositif d'accueil, comme je l'ai dit, d'écoute, d'analyse et d'orientation. Et la troisième chose, c'est vraiment la reddition des comptes. Mais au-delà de ça, il faut dire que le département est dans une logique d'ouverture transversalement, parce que nous allons vers les autres, parce qu'on est convaincu que c'est chez les autres aussi qu'il y a de l'emploi. Nous allons chez les autres pour, ensemble avec les autres, identifier les niches d'emploi, les opportunités d'emploi et les renforcer. Maintenant, de manière spécifique, les résultats qu'on a eu des projets, nous avons
plusieurs résultats. Nous avons 5900 jeunes qui ont bénéficié des actions de développement de l'esprit entrepreneurial. Nous avons 1588 projets de jeunes qui ont été financés dans le cadre de nos projets. Nous avons 90 PME qui ont bénéficié de financement. Nous avons 2996 emplois générés à partir des activités de promotion de l'auto-emploi et de l'entrepreneuriat. Nous avons 654 personnes qui ont bénéficié de formations professionnelles dans différents corps de métiers, dont 42,54% sont des femmes. 20 projets de formation ont été financés au profit d'environ 1556 jeunes. Et 2000 jeunes, comme je l'ai dit, ont été placés dans le cadre du stage de la formation professionnelle dans les services de l'État, etc., etc. Ça, ce n'est juste qu'une première liste. Monsieur le ministre, en matière de défis et de perspectives, qu'est-ce que vous envisagez à court, moyen et long terme? Oui, les défis sont énormes parce qu'au regard du contexte de crise sécuritaire, de la pandémie de la Covid et des sanctions inhumaines de la CEDEAO, on a identifié un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est la digitalisation de la formation professionnelle. La digitalisation va permettre de donner de la formation à distance. Si nous installons par exemple un data center dans le centre de formation professionnelle de Sénou, nous serons capables de donner des formations à des gens à Gao, à Kidal, à Mopti, etc., sans bouger. Donc il y aura moins de formateurs, il y aura plus d'apprenants. Donc ça va coûter moins cher. Donc ça, c'est vraiment le premier défi. Il faut que nous soyons capables d'installer ce data center. Le deuxième défi, c'est vraiment, je l'ai dit, le renforcement du partenariat public-privé. Le secteur privé est un acteur incontournable, donc il faut absolument que nous arrivions à le faire, parce que la formation professionnelle répond spécifiquement en grande partie aux besoins du secteur privé. Et donc si nous ne travaillons pas avec eux, nous ne pourrons pas savoir de manière précise quels sont les besoins de formation, quels sont les besoins de compétences qu'il faut prendre en compte dans nos curricula. Donc ça, on veut travailler fort avec eux. Le troisième défi, c'est vraiment l'amélioration des dispositifs de formation professionnelle et la performance de formation professionnelle. Ça, c'est vraiment le troisième défi. Et le quatrième, c'est l'augmentation du budget alloué à la formation professionnelle et à l'emploi. Et l'un des derniers défis qui est très important, c'est la perception que le public a. C'est-à-dire qu'il faut changer la perception du public sur la formation professionnelle. Parce que dans nos familles, les gens pensent que la formation professionnelle, c'est comme une roue de secours. Quand on a une voiture, on a 4 roues, on a une roue de secours. Quand l'une des roues crève, on met la roue de secours. Parce que pratiquement ce qu'on fait dans les familles, c'est que quand l'enfant n'arrive pas à faire le cursus normal, on lui dit il faut l'amener faire de la formation professionnelle. Or, aujourd'hui, dans plusieurs pays, la formation professionnelle est en train de devenir centrale dans la formation des jeunes parce qu'on y apprend directement les métiers, mais de façon très qualitative et pointue. On va travailler, ensuite on retourne aux études. Or, si vous constatez au Mali, vous l'avez posé vous-même, les universités forment des milliers et des milliers de jeunes qui n'ont pas d'emploi et pour lesquels nous sommes obligés de travailler sur leur reconversion. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour justement prendre en compte cet aspect-là. Donc, il faut travailler sur le changement de perception. Le même travail doit être fait par rapport à la jeunesse agricole. Travailler à ce que la jeunesse agricole comprenne que l'agriculture est un secteur porteur, qu'il ne faut pas croire que ça n'a pas d'avenir et que le travail, c'est vrai, est harassant, qu'il ne produit pas de bénéfices. Donc ça, c'est un travail que nous devons faire avec le ministère du Développement rural, n'est-ce pas, pour que l'agriculture devienne véritablement l'entrepreneuriat agricole devienne réellement une réalité. Et en dernier lieu, le ministère des Mines. Là aussi, c'est un ministère où il y a beaucoup de possibilités de création d'emplois. Donc nous allons travailler avec ce département pour également montrer les performances et les potentialités de ce ministère-là. Il y a d'autres défis, comme par exemple l'évaluation de notre politique d'emploi pour qu'on puisse effectivement avoir un nouveau plan
d'action. Par rapport aux jeunes, est-ce qu'il ne faudrait pas orienter les jeunes des zones urbaines vers l'agriculture, comme vous le dites, parce que certains analystes pensent que le chômage est plutôt urbain que rural. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vu sous cet angle-là, parce qu'on peut dire que le chômage en milieu rural, disons l'emploi en milieu rural est une sorte de chômage un peu déguisé. Donc il faut faire en sorte que l'entrepreneur agricole travaille 11 mois sur 12. Or, en milieu rural, comme vous le savez, on travaille généralement 4 mois sur 12. Donc c'est pourquoi il faut changer les perceptions sur le secteur agricole et amener les jeunes à rester. Parce que de toute façon, si vous ne les occupez pas 11 mois sur 12, après les 4 mois, ils viennent à Bamako, ils viennent dans les grandes villes. Donc le problème reste entier. Et ceux qui viennent, c'est peut-être les 30% qui retournent définitivement dans leur zone d'origine. Donc vous avez encore 60 à 70% de chômeurs dans les villes. Donc les chômeurs dans les villes, c'est vrai que c'est dans les familles qui sont de Bamako, mais aussi il y a ceux qui viennent de l'exode rural. Donc le problème est double. Travaillons sur ceux de Bamako, mais également travaillons sur ceux qui sont en milieu rural. Alors pour finir maintenant, Monsieur le ministre, un mot à l'endroit de ces jeunes qui n'ont plus d'espoir. Le message est simple. Une fois, il y a 3 jeunes qui sont venus nous voir. Ce jour-là, j'étais seul, mes autres collègues étaient absents, ils étaient en voyage. J'ai écouté, je leur ai dit, est-ce que vous avez confiance en ce que vous voulez faire? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, bon, si vous avez confiance, continuez, persévérez et revenez. Je vais vous montrer la voie pour encore aller plus loin. Donc, 6 mois après, ils sont revenus, cette fois-ci avec des idées très claires. Ils ont dit, mais monsieur le ministre, vous savez ce qu'on a fait? On est parti chercher de l'argent, on ne vous dirait pas où, mais voilà, on a commencé notre activité. C'est pour dire tout simplement aux jeunes que c'est vrai, la situation est très difficile, mais qu'il y a des opportunités, surtout dans le monde rural, dans le secteur agricole. Il faut que les jeunes comprennent qu'on peut véritablement entreprendre le rural, et qu'on peut produire, et qu'on peut devenir un entrepreneur agricole. Si vous regardez autour du Mali, le Mali est un pays central qui a beaucoup de frontières. Et tous ces pays-là ont besoin des produits agricoles du Mali. Il suffit seulement qu'on s'organise pour produire suffisamment. Et les jeunes sont les premiers, parce qu'ils ont la force, ils ont l'intelligence, doivent être les premiers à être sur ce chantier-là. Et nous avons rencontré l'autre jour l'APECAM dans le cadre de notre processus d'établissement des partenaires. Il est sorti réellement que l'APECAM, comme nous, est engagé à rendre l'entrepreneuriat au niveau agricole une réalité. Et nous avons pris date pour travailler ensemble à cela. Donc, madame, c'est pour vous dire qu'on va dire aux jeunes de ne pas se décourager, de croire en eux d'abord, de croire en nous qui sommes aujourd'hui à la tête du pays et de penser que le Mali, en tant que pays agricole, offre d'énormes potentialités dans le secteur agricole et qu'il faut retourner à la terre, mais pas comme on l'avait enseigné avant, mais en étant formé, en comprenant ce qu'on veut produire, en sachant quel est le cible, le marché cible, et en ce moment, en ayant les moyens financiers, soit auprès des banques ou auprès de nos agences, pour aller travailler la terre. Et je crois que beaucoup de jeunes ont déjà commencé. Moi, j'ai visité un jeune que l'APEJ a financé, qui fait du maraîchage, qui fait de la bananiculture, qui fait un tout petit peu d'élevage, mais qui se débrouille très bien. Donc ça veut dire que la vague a commencé. Il reste de l'amplifier pour que nous ayons suffisamment de jeunes entrepreneurs agricoles et que le Mali soit un pays exportateur en grande masse. Et pour l'amplifier, vous serez là pour eux? Ouais. Pour l'amplifier, nous serons là pour eux. Moi et mes collègues et mes collaborateurs, nous serons là pour eux. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, pour tous ces éclairages. Merci. Merci, Cheikhna Amalassila, pour les questions. Merci. Alors, cet entretien se referme ici sur l'entrepreneuriat, l'emploi et la formation professionnelle. Le ministre de tutelle, Bakary Doumbia, nous a édifié sur ce que le Mali est en train de faire à ce propos. Alors, nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. Bonsoir.